Voilà, bonjour à tous, bienvenue en direct je dirais, de la plénière du Parlement européen. Hein. Je vais mener cette visioconférence que je suis chaque mois. Merci aux intervenants et aux auditeurs aussi qui sont là avec nous. On va être entre 50 et une centaine pour ce sujet dans le cadre de nos missions de think et de do tank, finalement, de généralistes, vous savez, indépendants, ouais, sur les dynamiques européennes à travers les politiques publiques et les écosystèmes. Et dans la suite des visios sur les situations militaires en Ukraine et les autres visios de défense, suite aussi aux nombreux articles sur la défense, dont sur l'Ukraine. Hein, depuis 2014, je rappelle qu'il y a des morts depuis 2014 aussi dans le Donbass. Les relations et les discussions continuent entre la Russie et l'Europe, suite également aux articles pu produire il y a quelque temps sur l'idée de la création d'un coupe-feu, d'un plaidoyer pour l'arrêt des combats, et puis avec des constats avouables ou inavouables, hein, pas forcément à dire à ce moment-là sur la poursuite du conflit. Peut-être aujourd'hui avec un alignement de planète, espérons avec toutes, dont la principale, je pense à la Russie, mais comme dit Vladimir Poutine, la négociation et l'amour, ça se fait à deux. Donc espérons qu'il va être là avec Vladimir Poutine, justement, qui ne dit pas sur la force, comme tout le monde l'a dit, mais sur ses observations et ses peurs, en bons 5 et 6 de l'énéagramme, pour ceux qui connaissent, en lien avec la force, finalement, et surtout les failles de la force et les côtés obscurs, avec un Donald Trump qui, lui, vit sur la force, voire peut-être sur une facette en lien avec la peur de Poutine. Il fera peut-être rien peut-être de fulgurant, hein, comme lors du premier mandat, ou alors qui nous étonnera finalement sur son comportement sans doute plus responsable et autant comptable comme il a commencé à le faire depuis son élection. Alors, avec aussi des Européens toujours plus ou moins unis dans la diversité, avec également des exemples de crises vérifier de crises générées, de gérer, passées ou en gestation, hein, comme on l'a vu avec la Géorgie, avec d'autres pays. Bon, pour cette nouvelle visioconférence sur l'Ukraine, je vous propose cette fois de nous poser les bonnes questions sur les scénarios en 2025, mais pas uniquement sur les aspects militaires, comme peut-être d'autres le font, mais également sur des aspects diplomatiques. Ah oui, voilà, c'était pour être sûr que ça marche. Économiques. Merci de fermer vos micros, comme les 4 piliers d'une chaise avec un impact potentiel. J'étais pas au téléphone, Non, ça peut marcher là. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Non. Bon, ça devrait marcher. Bah oui, c'était pas si simple que ça quand même. Excusez-moi, je ne vois pas la personne qui parle. Donc, le Cogulec. Oui. Le Coguiec, hein? Voilà. Non, c'est impossible. Monsieur Le Coguiec. Alain Le Coguiec, fermez votre micro, s'il vous plaît. Alain Le Coguiec, fermez votre micro. Voilà, je viens de le faire. Merci. Donc, 4 piliers d'une chaise avec un impact potentiel des uns sur les autres, comme en politique générale, entre la stratégie, l'identité, la structure et la prise de décision, avec si possible des actions faites après un processus. C'est des termes qu'on emploie beaucoup en Europe et pas trop en France. C'est gros et smart, vous savez, savoir des analyses sur les objectifs, les réalités, les options mesurables, réalistes, réalisables et déterminées dans le temps. C'est comme ça qu'on fait de la gestion de projet, mais c'est comme ça aussi qu'on peut gérer d'autres choses aussi. Donc, les réalités militaires, je laisserai François en parler, mais qui, entre autres, comme un certain baromètre quotidien avec une ligne de front capable de céder ou pas, tel l'eau qui s'engouffre sur une digue, d'arrêt ou de continuité des combats, hein, c'est encore possible, de mise en place de lignes rouges, de battle group et de dispositifs EFP, possible dissuasion
ou en vrai élément opérationnel bien équipé, si possible rapidement, des réalités diplomatiques. L'autre François nous en parlera notamment avec les aspects de dialogue, de médiation, de facilitation, de négociation. Il y a de jeu aussi, parce que la diplomatie, c'est ça, pour des mises en scène, des règles, mais aussi des réalités psychologiques, l'analyse des possibles succès ou des échecs par des accords de Minsk ou des formats de Normandie. Et puis, les réalités politiques, surtout, qui font et défont les engagements, les équilibres, les territoires, les pouvoirs, les sanctions, les blocs, les alliances, les réformes, qui guident les armées, la dissuasion aussi, et qui se conforte d'éléments divers d'aide au discernement, surtout, de toute prise de décision avec les effets induits, notamment dans de possibles adhésions à l'UE, à l'OTAN, telle que l'OTAN, c'est une organisation politico-militaire, en passant par les dynamiques de Weimar ou de Bucarest 9. Et enfin, les réalités économiques et financières, notamment liées à l'industrie, l'énergie, les matières premières, pas l'agriculture, hein, avec la richesse qu'on connaît des terres agricoles ukrainiennes, qui sont souvent des éléments de consolidation, de prise de conscience de la suite de certains projets de capacité, de la poursuite ou de l'arrêt d'une crise ou des plans de reconstruction, mais dans une économie ukrainienne qui fonctionne encore, n'oublions pas, sauf s'il s'agit de reconstruire partout, comme en 1945, après un nouvel équilibre européen. Alors pour ce faire, nous retrouvons 4 membres d'honneur de l'IRCA déjà intervenus pour nos événements. Donc le général Chauvency, expert en doctrine militaire, qu'on connaît bien aussi sur certaines chaînes, et l'acteur en chef aussi de la revue Union IHADienne, qui m'a d'ailleurs permis récemment de publier un dossier sur les anciens pays de l'Est. François de Kerchove, ancien ambassadeur de Belgique en France, avec lequel on a beaucoup travaillé. Donc, ancien représentant permanent auprès de l'OTAN, ancien directeur des affaires stratégiques au ministère des Affaires étrangères. Natalia Pouzirev, vous êtes députée des Yvelines, secrétaire de la Commission de défense nationale et des forces armées, et présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, quand je parlais de structure politico-militaire. Hein. Et Alain Juillet, président plus, ancien directeur du renseignement, quand même, le DGSE, au responsable de l'intelligence économique et président d'honneur de l'Académie d'intelligence économique, avec tout ce que tu as pu faire avec ça, et avec lequel nous avions réfléchi sur les éléments, d'ailleurs, de segmentation et de dépendance dans l'interdépendance. On en parlait de l'économie, on peut en parler dans beaucoup de domaines, mais j'ai tenu à ce que tu interviennes dans ce domaine-là. Et puis, on va avoir une réaction attendue de Hélène Conway-Mouret, sénatrice des Français de l'étranger, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, donc au Sénat, avec laquelle nous avions aussi débattu sur la LPM et qui avait participé à des événements à l'ambassade de Belgique sur la défense. J'animerai ma casquette un peu à la fois multiface, militaire, économiste, stratégie et autres. Donc, je rappelle l'organisation de la conférence. Les intervenants vont avoir une dizaine de minutes, ensuite quelques échanges, et puis on va relever les questions de chat que je retranscrirai ou que je synthétiserai. Voilà. Donc, on commence par général François Chauvency, tu es toujours là. Voilà. Alors, je suis là. François, où est-ce qu'on en est et quels sont les scénarios ou les scénarios, comme tu veux, pour toi, pour l'année prochaine? Oui, alors bonjour à tous. Alors, j'essaie de faire quelques scénarios que je vais expliquer et quels sont les critères que j'ai choisis, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de faire une évaluation pertinente de ce que sera 2025 sur l'Ukraine et en Ukraine. Car en fait, la guerre, c'est quand même les impondérables et les surprises. Donc, je me suis imposé de faire une évaluation pertinente, mais à partir des faits, pas uniquement par les déclarations de propagande ou de politique. Simplement, il y a des faits sur le terrain. Donc, je reste dans le domaine militaire, militaro d'ailleurs politique, parce qu'on ne peut pas dissocier le militaire du politique dans cette affaire-là. Donc, je me suis appuyé sur les faits et à partir de ces faits, j'ai construit quelques scénarios potentiels tels que je les vois aujourd'hui, sachant qu'ils peuvent être déjugés demain, sans aucun problème, parce que c'est tellement facile de faire de la prospective, et surtout en temps de guerre, qu'on est à peu près sûr de se planter. Néanmoins, il y a des faits
les faits sont, finalement, ils sont assez simples, hein. Le premier fait, alors j'en ai relevé 5. Le premier fait, c'est celui de l'impossible reconquête ukrainienne des territoires conquis et annexés par la Russie. Sauf événement en Russie, ce qui est toujours possible, après tout, ça fait partie des impondérables, rien ne permet de supposer que l'agression russe cesse avant que Vladimir Poutine n'ait atteint ses objectifs, qui sont apparemment, au moins un qui est pratiquement visible, c'est celui d'annexer, de maintenir l'annexion jusque dans les frontières administratives des 4 oblasts qu'il a inclus dans le territoire russe. De fait, cela signifie que je vois mal comment l'Ukraine ne serait pas amputée de 20% de son territoire. Ce qui a des implications psychologiques, politiques en Ukraine en particulier, et éventuellement aussi en Europe, parce que ça veut dire que l'agression aura payé. Donc là, c'est une question qu'il faut se poser. Deuxième fait, c'est la réalité des avancées des troupes russes, y compris à Koursk. Il suffit de voir la carte d'aujourd'hui d'ISW. Il y avait 2 saillants, il y a un saillant qui a été réduit à la date d'aujourd'hui. Et cela malgré les annonces ukrainiennes de pertes massives, et américaines d'ailleurs, de pertes massives des soldats russes. On constate que malgré les pertes annoncées, qui sont énormes, les Russes continuent d'avancer. Il faut se poser la question. Comment une armée qui d'ailleurs depuis 2 ans et demi, 3 ans aurait dû être complètement détruite, peut-elle encore continuer d'avancer? Peu importe, la réalité elle est là, sur l'ensemble du front, ce sont des avancées pas énormes, on n'est plus à la centaine de mètres de l'année dernière, on est au kilomètre, à plusieurs kilomètres, et quand on regarde la carte, on voit bien que par exemple Donetsk, la ville de Donetsk, est pratiquement hors de portée des canons ukrainiens, ancienne génération, pas des HIMARS, mais ancienne génération. Donc, là, effectivement, une conquête territoriale. Troisième fait, corollaire du précédent, l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN à court terme, tant que la guerre se poursuivra. La Russie, par ailleurs, maintiendra sa pression pour que cela n'arrive pas. Donc, l'OTAN, l'Ukraine, c'est incompatible à cette aujourd'hui. D'ailleurs, un certain nombre d'États sont contre. Les Américains n'y sont pas favorables. Et c'est quand même. Alors, on parle beaucoup de ligne rouge. Là, c'en est une sûrement du côté russe, puisque c'est une partie des raisons de la guerre. Quatrième fait, l'entrée en fonction de Donald Trump. Nul ne connaît réellement la politique étrangère qui sera mise en œuvre à partir du 21 janvier, hormis que la guerre en Russie doit cesser. Donc, à quelles conditions? Il y a beaucoup de pistes qui sont apparues, des déclarations politiques, mais là, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans la découverte, dans l'esprit de Trump, parce qu'on ne le maîtrise pas. Donc, on aura cette bonne ou mauvaise surprise, comme dirait l'autre, sachant quand même que Trump a une image d'homme fort, qui est pragmatique, il est dans le rapport de force, et ça, c'est quelque chose que Poutine peut comprendre. Un cinquième et dernier fait, c'est le soutien diplomatique globalement atteint par la Russie. Ainsi, lors du sommet Union européenne-Chine du 7 et 8 décembre dernier, l'Europe a été remise à sa place, si je ne me suis pas trompé d'après ce que j'ai lu dans les journaux, lorsque les Européens ont demandé à la Chine de ne plus soutenir la Russie. Ce qui veut dire, en gros, on a un rapport de force géopolitique, diplomatique qui s'est créé. Et par rapport à ce qu'on disait il y a 3 ans, aujourd'hui, la Russie, je ne dis pas qu'elle est en position de force, mais elle a des soutiens, même si on dit toujours que la Chine va mettre la main sur la Russie. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a un bloc qui s'est constitué. Donc cette situation, avec ces quelques faits, il y en a peut-être d'autres, mais c'est ceux que j'ai relevés qui me semblent les plus marquants, offre finalement peu de scénarios. Le premier scénario est l'effondrement possible de la ligne de front ukrainienne, et donc une victoire militaire russe, allant au moins jusqu'aux limites administratives des 4 oblasts ukrainiens annexés. Cela conduit à 2 possibilités. D'abord, des négociations imposées aux Ukrainiens dans les plus mauvaises conditions. Je pense que personne n'y tient. Ce qui veut dire aussi que si on a un risque d'effondrement du front et que les Américains ne veulent pas y aller, ça veut dire que les Européens devront faire un choix. Débat soulevé par le président Macron il y a quelques mois, que j'ai estimé tout à fait pertinent, de rappeler à chacun ses responsabilités. Vous ne voulez pas qu'un de vos alliés perde, il faut accepter peut-être le prix du sang. Je ne suis pas certain que les Européens soient prêts à aller jusqu'à là. Néanmoins, ça fait partie du scénario. Deuxième scénario, une résistance ukrainienne qui est maintenue jusqu'au printemps, usant dans la durée l'offensive russe et contraignant la Russie à négocier en raison de l'attrition des troupes, et des conséquences économiques de la guerre que l'on voit apparaître actuellement. Moi, je suis extrêmement surpris, je le dis pratiquement toutes les semaines sur les plateaux, de voir cette capacité russe à continuer d'envoyer des soldats sur le terrain, alors pas toujours parler des Coréens, mais ça c'est un épiphénomène,
d'être capable d'envoyer des hommes sur le terrain depuis des mois, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'ils en perdent des milliers. Est-ce qu'ils ont vraiment cette capacité humaine et qui veut dire qu'à un moment donné, peut-être que cette attrition, si elle est réalisée dans les faits, ça sera une condition imposant à Vladimir Poutine une forme de négociation, parce que d'un côté, il n'y aura plus forcément assez d'hommes pour aller surfaire la guerre, et de l'autre côté, les questions économiques qui ont été évoquées dans plusieurs articles récemment d'ailleurs, commencent à peser sur la Russie. Et puis, un troisième scénario, le dernier, il se conçoit dans les cadres de ces négociations que je viens d'évoquer. L'Ukraine, donc en tout état de cause, ne peut pas rejoindre l'OTAN, mais elle a signé des traités stratégiques bilatéraux avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Ceci constitue une étape préliminaire, je dirais, aux garanties de sécurité que l'Ukraine demande. Donc la question, cependant, est de savoir, parce que je ne les ai pas lus, ces partenariats, mais est-ce que ça engage sur le terrain les États concernés en cas de nouvelle agression russe dans le futur? C'est intéressant quand même. Ouais. Et puis, outre ces engagements bilatéraux, outre ce qui a été dit d'ailleurs par François numéro 1, sur effectivement les autres accords dans les différentes structures géopolitiques qui ont été créées en Europe, l'Union européenne sera peut-être contrainte militairement de s'engager collectivement. Cela signifie pour moi le déploiement de bases et de troupes permanentes en Ukraine, finalement de développer une défense commune concrète, mais aussi de dépenser plus, et ça on en parle toutes les semaines, dans le domaine militaire afin d'assurer la crédibilité de cette garantie de sécurité, avec cependant la même difficulté. Les 27 seraient-ils prêts à assurer ensemble la défense de l'Ukraine en cas de nouvelle guerre, d'autant que les règles de fonctionnement démocratique peuvent amener au pouvoir dans ces États des gouvernements pro-russes ou simplement anti-guerre. Je précise bien, je dis bien les deux. Ce n'est pas parce qu'on s'exprime pas dans la voie commune de dire oui, il faut condamner la Russie, mais il y a un certain nombre d'États qui ne veulent pas faire la guerre, qui sont contre la guerre avant d'être anti-russes. Voilà, donc je pense que c'est les deux nuances qu'il faut peut-être apporter. Et puis, je conclurai par ce dernier point. En parallèle, mais là, je vais pouvoir donner la parole aux autres. En parallèle, se pose ensuite la question de la reconstruction de l'Ukraine et à quelles conditions et qui va la faire. Est-ce que c'est les Américains, les Européens et puis les relations quand même à établir dans le futur avec la Russie. Il va bien falloir penser à comment établir. Ça déborde sur les aspects à la fois politiques, diplomatiques et de reconstruction. Merci François pour tes éclairages toujours pertinents. Et je serais presque amené à te demander, tiens, en fait, quelle est l'option que tu choisis, mais on va passer tout de suite la parole à François de Kerchove. Cher François, est-ce que tu peux, en tant que diplomate, nous éclairer sur justement les scénarios que tu entrevois, peut-être en relation avec la première intervention? Merci. Bonsoir, cher François. Il y a beaucoup de François ce soir. Eh oui. On se raconte des François quand ils se rencontrent, des histoires de François. Bon, eh bien, chers amis, au moment même où nous nous réunissions dans le cadre de cette vidéoconférence, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ici dans sa résidence bruxelloise, est occupé à inviter Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, une série de chefs d'État et de gouvernement européens, de même pour la Grande-Bretagne, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que la présidente de la Commission et le président du Conseil, le nouveau président du Conseil, avec deux sujets à l'ordre du jour de cette réunion. Comment aborder la nouvelle administration Trump? Et deuxièmement, que peut-on faire de plus pour l'Ukraine? Alors, ce mini-sommet informel est un signe très clair que les choses sont occupées à changer assez vite et nettement dans les perspectives du conflit en Ukraine. Il y a la prééminence du facteur Trump, qui est un élément qui change pas mal la donne, comme on l'a déjà vu avec la présentation du général. Il y a également un sentiment d'urgence qui prévaut dans cette réunion, qui ne concerne pas tous les membres du Conseil Atlantique, ce n'est pas une réunion de l'OTAN d'ailleurs, seuls les principaux membres européens sont présents et on peut au passage se réjouir de cette association rapide et fondamentale entre l'Union européenne et l'OTAN. Ça n'a pas été tous les jours le cas dans le passé et c'est une très bonne chose que ça ait lieu. En fait, où en sommes-nous dans la manière avec laquelle ce conflit se développe d'un point de vue diplomatique? Je ne vais pas répéter ce que le général a dit comme
si je peux dire, préliminaires militaires, mais effectivement, après plus de 1000 jours de guerre, avec environ 18% du territoire ukrainien qui est sous contrôle russe, très loin des objectifs initiaux de Moscou, mais néanmoins, on constate depuis quelques mois ce que j'appellerais un grignotage russe de tous les jours qui leur fait prendre chaque fois un peu plus de territoire. Il y a une guerre qui coûte très cher en vies humaines, même si de toute évidence la problématique est prise de manière très différente à Kiev ou à Moscou. Et parallèlement à cette question, on trouve évidemment celle des ressources humaines pour les forces armées, problématique qui là aussi est très différente à Kiev ou à Moscou. On a l'impression que les Russes font appel non pas à des mobilisables venant des grandes métropoles, mais bien à toute une série de troupes venant des républiques du Sud qui ne se posent pas trop de questions et qui surtout ne posent pas trop de difficultés en cas de décès, parce qu'effectivement, les Russes payent là aussi un prix du sang qui est assez considérable. Pour l'Ukraine se pose aussi la question de l'aide occidentale. Va-t-elle durer? Depuis l'élection de Donald Trump, on sait que ce sera vraisemblablement un arrêt de l'aide militaire américaine. Les Européens, en revanche, semblent désireux de continuer, mais il est évident que leur contribution seule ne peut permettre à l'Ukraine de vaincre et de regagner les territoires qui sont tombés sous le contrôle des Russes. Ce qui ne signifie en rien que les Européens renoncent à leur appui à l'Ukraine, que du contraire, on le verra encore un peu plus tard. Alors, s'il y avait cette perspective Trump, lequel a déclaré, comme nous le savons tous, maintes fois vouloir faire la paix en 24 heures, mais sans préciser comment, c'est-à-dire en ouvrant les portes des pires scénarios pour Kiev, qui ne maîtriserait à peu près rien de la manière avec laquelle les négociations seraient menées. Donc, si on n'avait pas ce facteur Trump, on pourrait conclure qu'on est dans un schéma d'une guerre d'attrition longue, et à ce scénario, autant Kiev que Moscou pourraient préférer, ne fût-ce que temporairement, celui d'un cessez-le-feu. Certainement pas de perspective de paix, j'insiste pour l'instant, les perspectives de paix me semblent tout à fait inexistantes, mais les perspectives de paix, c'est beaucoup. Ça, c'est important. Pour Kiev, éviter de perdre plus de territoire du fait de ce grignotage russe, mais également pouvoir arriver à la négociation dans les meilleures conditions possibles, d'où d'ailleurs la persistance de l'aide militaire européenne. Quant aux Russes, évidemment, ça leur permettrait de se refaire un peu, si je peux dire, et de se préparer à relancer les offensives dès le printemps prochain. Également, avant d'arriver à ce facteur Trump et le détailler quelque peu, quelques considérations qui sont essentielles dans cette donne diplomatique. La paix, et surtout la paix sur l'échange de territoires, me semble aujourd'hui non seulement impossible, mais en plus tout à fait contre-productive. Tout simplement parce qu'elle impliquerait que les Russes, de leur côté, renoncent à leurs objectifs fondamentaux en définitive, quasiment revassaliser l'Ukraine, si pas en tout, du moins en partie, et finalement, ce nouveau dessin de l'architecture de sécurité européenne qui est leur ambition depuis déjà un certain nombre d'années et qui, selon eux du moins, doit leur permettre de retrouver une certaine forme d'influence et de prestige qu'ils ont perdu avec l'implosion de l'Union soviétique. Rappelez-vous les propos de Poutine à ce propos-là, un des moments les plus terribles de l'histoire russe, et c'est quelque chose dont il essaye en tout cas de réparer les effets. Pour ce qui est de Kiev, accepter une souveraineté russe permanente sur une partie de son territoire et être ainsi considéré comme le perdant de cette agression venant de Russie, agression non justifiée venant de Russie, serait évidemment aussi une perspective impossible.
pas seulement d'ailleurs pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Européens et pour l'OTAN, qui n'ont absolument rien à gagner à un tel échange, à une paix bâtie sur un tel échange de territoire, mais qui en plus, disons, leur image de marque, l'image de marque de l'Occident, déjà bien abîmée depuis plusieurs années, serait encore plus salement atteinte, si je peux dire, par une telle paix basée sur l'échange de territoire. Donc il est plus vraisemblable qu'on se dirige vers une autre ambition qui est celle d'un cessez-le-feu, avec peut-être, pour le pérenniser, si c'est possible, un accord d'armistice. Mais les choses ne sont pas encore certaines de ce point de vue-là, bien loin de là. Pas de transfert de territoire, comme je le disais, mais peut-être un gel temporaire de manière à permettre le cessez-le-feu et les négociations, gel qui, dans l'état d'esprit des deux belligérants, serait évidemment temporaire, mais qui, tout le monde le comprend très bien, nous amène sur la voie royale du conflit gelé, voie royale que personne ne souhaitait avoir, ni les Ukrainiens, ni les Européens, ni l'OTAN, et certainement pas les Russes non plus, au moment où cette agression a commencé. Quid des garanties? Parce qu'il ne peut pas y avoir évidemment d'accord de paix sans garantie. Ils sont indispensables pour absolument tout le monde. Peut-on envisager des troupes de maintien de paix le long des frontières des territoires contrôlés par les Russes? Quelles troupes? L'OTAN, très peu vraisemblable. De toute façon, les Russes s'y opposeraient de manière immédiate. Union européenne, c'est à voir. Trump méprise l'Union européenne et Poutine, tout autant que lui, tous les deux la détestent et la méprisent. Ce que c'est que d'être aimé, hein. Mais c'est peut-être une solution auquel il faudra songer. Je ne parle pas de troupes belligérantes, mais de troupes maintien de la paix, voire de ce que nos amis anglo-saxons appellent du peace enforcement, tant on est encore loin du maintien de la paix. Alors, ces garants, qui doivent-ils être? Uniquement du côté occidental? Ne commettons pas cette erreur. Il faut bien réaliser que la guerre en Ukraine est un conflit qui dépasse très largement les frontières de l'Ukraine. On a vu avec la première conférence de la paix, on l'a vu lors de plusieurs conférences internationales, il y a toute une série d'autres États qui y sont directement entrés. Nous avons évoqué la Chine déjà il y a quelques minutes, mais il y a bien entendu aussi tous les pays du Sud global dont on sait qu'ils se sont refusés à condamner l'agression russe, même si on ne peut pas dire honnêtement qu'ils l'approuvent. Mais il n'en reste pas moins que dans les Nations Unies, la majorité de la population mondiale, non pas la majorité des États, mais la majorité de la population mondiale n'a pas condamné l'agression des Russes. Je crois donc qu'il faudrait continuer à cet exercice d'outreach vis-à-vis du Sud global, de manière à ne pas perdre leur contact. Il faut bien savoir, parce que tout est dans tout dans ce conflit, que les pays du Sud global vont considérer la capacité et l'honnêteté de l'Occident à interférer dans le conflit du Moyen-Orient. Parce que pour eux, il y a une question de deux poids, deux mesures, et ce que nous faisons pour l'Ukraine, nous ne sommes pas d'accord de le faire pour Gaza et les Palestiniens. Donc, je crois qu'il faut surtout ne pas couper cette porte-là. D'accord. Une adhésion, Oui, une adhésion du territoire de l'Ukraine à l'OTAN, on l'a dit, ça paraît très improbable, même si les Russes n'avaient rien à dire dans l'histoire. Bon, il faut savoir, vous le savez tous probablement d'ailleurs, qu'il y a un article 10 dans la Convention de Washington de 1949 qui dispose des possibilités pour un État tiers d'adhérer à l'OTAN, selon certaines conditions, une expression démocratique de la part d'un État qui est européen, mais surtout aussi le fait que l'adhésion doit apporter autant à l'Alliance qu'au nouvel arrivant un surcroît de stabilité et de paix. Alors, on pourrait se dire, évidemment, dans le cas actuel des choses, avec un pays divisé, c'est absolument impossible, qui plus est, qui renforcerait encore l'hostilité avec les Russes. Mais, d'un autre côté, il n'y a pas d'autre meilleure garantie
pour l'Ukraine que d'avoir évidemment une adhésion, fût-elle prospective, à l'OTAN. N'oublions pas non plus que si jamais nous parlons d'un cessez-le-feu et d'éventuels accords de sécurité avec l'Ukraine, il ne faudra pas oublier non plus, quand je parlais tout à l'heure d'élargissement du conflit, il ne faudra pas oublier la Moldavie, qui est immédiatement concernée par tout ce qui se passe du côté des Ukrainiens. Et finalement, le facteur Trump, bon, le général l'a déjà dit, je vais le dire de manière très diplomatique, il faut se méfier de tout ce qu'on prévoit avec certitude, de tout ce qu'on base sur une très grande rationalité. Ce n'est pas toujours le cas avec le président Trump. Il nous l'a assez montré durant son premier mandat. En définitive, tout est possible. Lorsque j'étais ambassadeur à l'OTAN, c'est le moment où Donald Trump est arrivé pour la première fois. On a assisté à des changements de position en plein Conseil Atlantique Nord de sa part, tout simplement parce qu'il était furieux d'un aspect qui ne correspondait absolument pas à ce qu'il voulait et qui n'avait au demeurant rien à voir avec le sujet traité. Ce qu'il faut attendre de la part du président Trump, cum grano salis, bien entendu. Ce qu'on sait en revanche, c'est que son approche sera transactionnelle, comme elle l'est toujours, et relativement peu encline à impliquer un rôle fondamental pour le multilatéral qu'il n'aime pas, ça on le sait assez. On se dirige, selon ce qu'on peut comprendre de la part de ses adjoints, vers une paix basée sur les échanges de territoires, et on sait que ce n'est pas une solution solide au long terme. On sait que les garants militaires ne seront pas américains, puisque ces aides américaines stopperont, puisque c'est là, en fait, le facteur même qui a déclenché toute la réflexion actuelle, laquelle est accélératrice de ce processus diplomatique. En définitive, je crois que le pire qu'on puisse s'attendre, c'est ce que nous avons vécu durant le premier mandat du président Trump dans des domaines bien plus larges que celui de la sécurité, à savoir les low-hanging fruits, comme disent les anglo-saxons. Il se précipitera pour aller cueillir toute une série de fruits relativement faciles et visibles, qui permettront de donner un surcroît de crédibilité à sa présidence, même si dans les faits, ce sont, et on le sait, comme par exemple l'échange de territoire pour essayer de bâtir la paix, ce sont des éléments tout à fait insuffisants. On peut se référer aux accords d'Abraham, qui ont un côté très spectaculaire, mais les accords d'Abraham, en ignorant largement la question palestinienne, se sont révélés pour une grande partie tout à fait inefficaces. Ma conclusion, on voit que les choses vont bouger, et probablement assez vite. On voit plus ou moins la direction que l'on prend, même si les recettes qui seront appliquées sont incertaines, et je suis tout à fait désolé de ne pas pouvoir vous donner plus de précision dans ces matières. Une chose est sûre, pour nous Européens qui sommes très attachés au respect du droit international, l'objectif d'une paix sur les principes de la Charte des Nations Unies est encore terriblement éloigné. Merci. Merci François. C'est vrai qu'on aurait pu rappeler en termes de diplomatie la solidité ou la référence à Minsk. Je rappellerai sur les cessez-le-feu qu'il n'y a toujours pas de paix entre la Russie et le Japon, même s'il y a un cessez-le-feu aussi. Allez, passons aux politiques. On écoutera là. Natalia Pozarev, et puis je passerai tout de suite la parole dans sa nature politique à la sénatrice. Alors, Natalia Pozarev, le point de vue des politiques, et sachant que c'est les politiques finalement qui font évoluer surtout la dynamique. Oui, bonsoir à toutes et tous. En fait, je vais rebondir sur le point des deux interventions précédentes. En essayant effectivement d'éclairer par rapport au point de vue des politiques français, mais pas que, bien sûr, de nos alliés européens et des alliés américains, sachant que je reviens d'une session parlementaire à Montréal, de l'OTAN à Montréal et du Forum transatlantique à Washington. Donc en fait,
on parle bien de cessez-le-feu. Je ne vais pas repartir d'une paix qui semble tout à fait impossible à l'heure actuelle. Un cessez-le-feu qui doit être assorti de garanties de sécurité pour l'Ukraine, au premier rang desquels la France ainsi que les pays du flanc est et nord de l'Europe ont essayé de pousser l'idée d'une invitation de l'Ukraine à l'OTAN. Il ne s'agit pas de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN qui pourrait prendre du temps et qui n'est pas possible dans les conditions actuelles, puisqu'il faudrait que le pays ne soit plus en guerre, finalement. Mais une invitation dans le sens de donner un signal stratégique, un signalement stratégique, comme on le dit, aux Russes, en disant nous prenons ça au sérieux, avant les négociations justement du cessez-le-feu. C'était ça l'idée d'inviter, c'est-à-dire de donner une carte supplémentaire aux Ukrainiens, une carte qu'ils auraient dans leur poche au moment de négocier avec les Russes. Effectivement, comme ça a été dit, les Américains n'y sont pas favorables, les Allemands non plus. Et donc, l'idée, le repli, hein, qui est considéré par les parties les plus allantes, dont la France, la Pologne, et qui est un outil de négociation, mais qui est très compliqué, puisque ça braquerait les Russes, c'est que dans tous les cas, la négociation n'exclut pas une adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN. Or, on sait que c'est un point de blocage pour les Russes, puisque eux, ils veulent négocier sur la base de l'Ukraine sera neutre et ne rentrera jamais dans l'OTAN. Donc, c'est la position aussi qui est revendiquée par Zelensky, bien sûr, hein, qui essaye de trouver des termes, je dirais, arrangeants vis-à-vis des Américains, disant qu'il est prêt à une négociation, prêt éventuellement à se départir des 20% dont on parlait de territoire de façon temporaire, mais tout ça à la condition que l'adhésion de l'Ukraine ne soit pas exclue définitivement. Et voilà où en sont les enjeux, et il faut respecter, je pense, ces lignes-là. Chacun aura ses lignes rouges. Et deuxième type de garantie de sécurité, bien sûr, qu'il pourrait y avoir, ce serait la présence et l'envoi de capacités militaires européennes, puisque les Américains n'y mettront pas un pied. Et ça, c'est parfois soulevé. Les positions de la France, la proposition d'Emmanuel Macron, faite le 26 février 2024, n'est pas tombée dans l'oreille de sourds, et ils disent, mais alors où est-ce que c'en est? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Bon, l'Allemagne, déjà, répond, non, hors de question, tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Donc, effectivement, tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, on conçoit plus difficilement l'envoi de troupes combattantes. Néanmoins, il a toujours, et c'était ce qui faisait partie de la conférence du 26 février, l'idée c'était éventuellement d'envoyer des démineurs, éventuellement de sécuriser, si jamais la Biélorussie bougeait, de sécuriser la frontière pour délester les Ukrainiens pour qu'ils ne soient pas obligés de courir du front russe au front biélorusse. Et ça, ce n'est quand même pas exclu si on se trouve dans un scénario d'escalade qu'il ne faut pas avant le cessez-le-feu, même si je partage tout à fait l'avis du général que les Ukrainiens ne sont pas en mesure aujourd'hui de mener une contre-offensive parce que les troupes sont épuisées, parce qu'ils ont du mal à recruter, enfin il y a un problème de ressources humaines. On ne sait pas comment, avec les frappes dans la profondeur, comment et les réponses donc qui pourraient être faites par les Russes, on ne sait pas. On peut pas, je veux dire, on ne peut pas exclure l'idée d'une escalade. Et à ce moment-là, y aurait-il une plus grande intervention de la part des Européens? En tout cas, voilà, les garanties de sécurité. Premièrement, c'était de l'ordre, je dirais, oui, politique, diplomatique, avec une invitation à l'Ukraine, mais ça ne se fera pas pour le sommet de La Haye. Je pense qu'il faut en convenir. La négociation, à mon sens, et c'est ce que visent les Européens, les Français, mais tous les autres Européens et les Britanniques, et surtout les Polonais, qui auront la présidence dans les 6 prochains mois à venir, les Polonais insistent beaucoup là-dessus, ne peut pas se faire sans que les Européens soient impliqués. Et ensuite, sur le côté
militaire, voilà, il peut y avoir une assistance accrue de la part des Européens, mais ne pas compter sur la présence de troupes aux États-Unis. En revanche, au niveau de la négociation, ce qui ressort des échanges avec les Américains, c'est que Trump, il met en avant son côté compétitif. Et donc que Trump cherchera à avoir un strong deal. Après, l'interprétation est très libre. Ça veut dire quoi un strong deal? Il comprend, et de son côté, il y a tous les faucons, les hawkistes qui sont là, qui sont pour la suprématie, pour que les États-Unis gardent leur suprématie américaine. Et ils comprennent, et la nouvelle administration Trump aussi, certainement, prend en compte cette donnée, que une négociation qui mettrait l'Ukraine en position de faiblesse, mettrait l'Europe en position de faiblesse, et de facto mettrait les États-Unis en position de faiblesse dans le monde entier et par rapport aux BRICS et à toutes les puissances autocratiques qui mettent au défi les puissances démocratiques occidentales. Donc l'enjeu, il est bien global. Et l'idée pourrait être aussi d'avoir de faire un peu plus de transactionnel, y compris avec la Chine, pour peser sur la Russie. Enfin, voilà. Et c'est un jeu à plusieurs bandes. Et pour avoir échangé plusieurs reprises avec des congressmen, on voit très bien qu'il n'y a rien d'arrêté côté de la nouvelle administration US et rien d'arbitré entre les hawkistes, donc les faucons, si vous voulez, qui sont là depuis l'ère Bush et avant, hein, donc il n'y a rien de changé de ce point de vue-là, et les MAGA, en fait, hein, les Make America Great Again, les isolationnistes. Rien n'est arbitré à ce jour. Donc, voilà, il va y avoir encore un peu de flottement. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu est global. Tous les conflits sont interconnectés. Tous les conflits sont interconnectés. Pour preuve, ce qui se passe en Syrie, bien sûr, enfin, la chute du régime Assad provenant d'une part de l'affaiblissement du Hezbollah du fait de l'action d'Israël et du fait que la Russie avait d'autres chats à fouetter du côté de l'Ukraine. Mais la question qui est posée, c'est est-ce que les Russes peuvent faire le deuil de leur base en Syrie? Et ça, c'est une grande question parce que ce sont des points d'appui essentiels pour eux d'accès à la Méditerranée et donc une source possible de conflit avec de nouveaux conflits avec nous finalement. Mais bon, la situation en Syrie n'est pas du tout claire. Et puis, il y a le rôle de facilitateur qui a été joué par les Chinois auprès des Russes, qui est effectivement décrié et qui... Allô, allô. On ne vous entend plus. Bon. Madame Conway-Mouret, est-ce que vous êtes là parmi nous? Oui, je suis là. Oui, alors on va vous donner la parole parce qu'on n'entend plus. Nathalie a disparu, oui, oui. Écoutez, Alors. écoutez, merci pour votre invitation et merci d'organiser ce débat. Je crois que le niveau des échanges et de ce que nous avons entendu jusqu'à présent fait que voilà, nous avons vraiment besoin de ce type d'échange aujourd'hui parce que moi, je pense que l'angle d'approche que vous avez en effet d'établir des scénarios nous force quand même quelque part à la prospective, même si le général dit que bon, il faut se baser sur des faits, bien évidemment, les analyser et voir comment on peut avancer. En même temps, ça ne doit pas nous interdire de nous projeter dans le jour d'après. Et l'ambassadeur, j'ai retenu, disait que Donald Trump serait peut-être tenté par le facile et le visible. Eh bien, moi, je pense qu'il faut que nous investissions, nous, dans le durable au niveau européen. Parce que la Russie ne va pas s'éloigner. La Russie va rester intimement liée sur le plan géographique à l'Europe, ce qu'elle a dans son ADN depuis toujours, alors qu'aujourd'hui, on voit en effet un rapprochement avec l'Asie. Donc, je pense que ça, c'est dans un nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qui doit nous forcer à réfléchir. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par les uns et par les autres, que tous les conflits sont interconnectés et que tout est dans tout. Hein, nous intéressons à la guerre en Ukraine. J'ai passé. Vous m'entendez ?
Oui. Très bien. Très bien. J'ai passé quelques jours au forum de Doha où le monde entier était réuni pour parler du Liban, pour parler de Gaza et d'Israël. Et puis, nous avons bien évidemment parlé soudainement de la Syrie. Mais on voit bien que dans ce qui se passe en Syrie, c'est l'Iran, c'est la Russie, c'est bien sûr la Chine toujours omniprésente. Aujourd'hui, nous avons, depuis, voilà, ça faisait 70 ans que l'Europe et l'Asie n'étaient pas liées par un conflit. Nous le sommes à nouveau avec les Coréens du Nord qui sont aujourd'hui sur le sol européen et des Russes qui passent un deal avec les Nord-Coréens pour avoir des hommes et en retour de quoi ils fournissent des éléments nucléaires, d'ailleurs aux grandes dames des Chinois qui ne sont pas du tout d'accord avec la nucléarisation de la péninsule coréenne. Bon, tout ça pour dire, on a l'impression de s'éloigner du conflit ukrainien et de ce qui doit nous intéresser, mais je pense que nous avons deux questions qui doivent nous préoccuper aujourd'hui. C'est comment est-ce que nous devons nous préparer finalement à l'avenir et quel avenir diplomatique et quelle relation avec la Russie. Parce que je pense que là, nous sommes au cœur d'une solution qui doit s'inscrire dans le temps avec ce voisin qui est menaçant, qui, pour certains, eh bien, a une histoire liée plutôt récente avec un certain nombre de pays européens qui font que nous ne pouvons pas nous passer eh bien, de réfléchir à tout cela. Alors, pour les Américains, moi, je rajouterais simplement un point. Tout ce qui a été dit est parfaitement correct. Je crois qu'on l'a lu. On peut en effet s'attendre à un Donald Trump peut-être un peu plus affirmatif encore que la première fois, un peu plus transactionnel. Puis bon, quand on regarde son entourage, on ne se rassure pas forcément non plus, hein, dans ceux qui sont là pour le conseiller ou pour le représenter parfois à l'étranger. Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui, à part le fait de mettre fin aux guerres, il y a une vision américaine. Elle a terriblement manqué, je pense, à l'administration Biden. Je ne veux pas simplement être critique. Les Américains ont beaucoup fait dans l'aide qu'ils ont apportée à l'Ukraine, mais ils ont apporté une aide pour lui donner les moyens de résister. Hein, ce n'était pas pour réfléchir à savoir que, eh bien, il serait en capacité peut-être de gagner cette guerre avec ce chantage nucléaire. On a avancé, on a reculé, et puis ben, les Européens, bien évidemment, ont été mis face finalement à leur faiblesse. Et je crois que là aussi, aujourd'hui, ce matin, nous avons débattu au Sénat des DIP. Bon, il y a des nouvelles règles, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'instruments, d'outils qui sont mis en place au niveau européen pour nous aider collectivement eh bien, essayer d'être un petit peu plus fort, parce que je crois que nous avons vraiment pris conscience de notre faiblesse collective. Mais enfin, je crois qu'il y a encore du temps et du chemin à parcourir avant que nous puissions être en capacité eh bien, de peser durablement. Donc voilà, je crois que, et je finirai là parce que je ne veux pas être trop longue, je ne vais pas rajouter à ce qui a été dit et très très bien dit, mais je crois que dans ce conflit, en fait, bien sûr, la Russie comme l'Occident a quelque part beaucoup à perdre pour ce qui a été appelé le Sud global. Moi, je pense que c'est le reste du monde. À Doha, on m'a dit il y a l'Occident et puis il y a le reste du monde. C'est pas le Sud global, c'est pas le Non, Sud. je demande tout à fait. C'est l'Est, c'est le Nord, c'est les Occidentaux avec leur vision, leurs normes, leurs valeurs qu'ils veulent continuer à imposer aux autres. Je vous fais, ce n'est pas moi qui parle là, je vous fais un peu porte-parole de ce que j'ai entendu, hein, d'un résumé. Et puis il y a le reste du monde. Eh bien, la Russie, la Chine, l'Iran sont dans ce reste du monde et donc quelque part ont cette influence aujourd'hui en Afrique, ont aussi une influence grandissante en Amérique latine et pénètrent l'ensemble du monde. Donc, je crois que nous avons intérêt à faire attention à quelque part une perte réputationnelle, on va dire, au niveau international, si l'Europe aujourd'hui n'est pas en capacité de négocier quelque chose de solide pour l'Ukraine et de montrer de fait une faiblesse qui ferait qu'on ne nous ferait pas confiance. Et ça vaut également pour les Russes. Si Vladimir Poutine perd cette guerre, mais c'est sa puissance, son influence au Moyen-Orient, en Afrique,
qui sont affectés. Donc, voilà, je voulais apporter ces quelques éléments Merci. au débat et merci encore pour la qualité de ce débat et merci François-Charles. Merci beaucoup. C'est vrai que les relations avec la Russie, il y a beaucoup de questions qui reviennent là-dessus. Et je relisais un rapport de l'IFRI aussi sur les pays de l'Est. Et c'est vrai que la France a toujours été bienveillante, d'une certaine bienveillance avec la Russie. Et finalement, pourquoi pas, pour maintenir le lien. EDIP, je rappelle qu'on en a parlé dans le courrier qui est parti au commissaire de la défense, ou plutôt de l'industrie de défense et de l'espace, en rappelant aussi la notion de 65%, mais pourquoi pas substantiel pour éviter aussi encore les Buy European Act, etc. François, Froisser tout le monde. François, Oui. puis-je simplement rajouter que ce matin, nous avons quand même, dans le débat qui a eu lieu au Sénat, regretté terriblement le fait que nous avons passé 1h15 à discuter d'un sujet EDIP qui est quand même incroyablement important, qui va nous impacter notamment notre BITD, et que le Parlement ne soit pas saisi et que le rôle et la place de la France, sincèrement, aujourd'hui, dans ces négociations, est d'une faiblesse assez remarquable. Là, je voulais simplement vous... Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est effectivement. Si je Et puis puis on reprendre la peut parole, parler dans c'est- l'espace. Oui, Natalia, oui, pardon. oui, je suis désolée, je ne peux pas relancer ma vidéo. J'ai été sortie en plein milieu de l'intervention, Alors, une conclusion avant de mais en passer la fait, parole non, à mais Anna. mon deuxième point, c'était lié à EBID aussi. C'est Ouais. EDIP, pardon. C'était le fait que ce qui était attendu de nos alliés nord-américains, c'est bien sûr qu'on investisse plus dans nos capacités de défense. Et ça, il faut voir qu'on ne peut pas le faire sans l'Europe, puisque là, la France est à 2% de PIB, mais si on doit passer à 2,5, bon, avec les problèmes budgétaires qu'on a, je ne sais pas, mais c'est peut-être possible. Mais enfin, 3,5, 4, 5% en cas d'aggravation des conflits, ça paraît difficile. Donc c'est bien au niveau européen que ça doit se passer, et donc c'est bien au niveau de la levée des fonds, des obligations, comme c'était proposé par certains et soutenu par Cubelius, les 500 milliards qu'il faudrait. Et donc là-dessus, s'il y a du financement, et je ne parle plus des DIP maintenant, mais un financement conséquent, il faut qu'on préserve la part, bien sûr, de l'industrie européenne. Sinon, nous serons effectivement sur les futures technologies, nous sommes coincés entre les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre. Donc c'est évident que ce sont les enjeux sur les négociations en cours au niveau européen sont énormes et nos partenaires européens n'ont pas suffisamment confiance en eux. C'est le problème. Et il ne faut pas que nous, on en rajoute à la défiance. Non, les Européens sont tout à fait capables de produire, voilà, comme on a produit, plus d'1 million d'obus de 155. On est tout à fait capable de mutualiser et d'avancer ensemble. Et si on fait accroître ce sentiment d'impuissance au niveau européen, et si la France, qui est quand même à la pointe, n'arrive pas à convaincre les Néerlandais, les Allemands, que l'on peut faire mieux, eh bien, on restera dans une dépendance, effectivement, aux armements européens. Donc, je conclurai là-dessus. C'est aussi sur la ligne de conflit de front avec la Russie, comme la ligne de négociation entre Européens, c'est de l'affrontement des volontés qu'il s'agit. Alors après, c'est vrai que souvent je distribue une baguette magique pour dire. C'était comme quand j'étais dans l'aéronautique, hein, tiens, tu pourrais nous faire 15 avions. Ah ben non, pas tout. Ben, je peux pas tout de suite. Ah ben oui, tu vois que tu peux pas. Donc ça dépend. Si on achète à l'extérieur, c'est la matrice BCG. Hein. Soit on a tout de suite, ou soit on investit dans le temps, etc. Et puis c'est vrai que ça peut nous aider à mieux fonctionner et puis prendre en compte certaines réalités. Après, c'est vrai que l'investissement, on a eu des réunions avec la BEI pour lui dire, bah, si la BEI dit, ouais, je m'engage, mais que sur les infrastructures et sur l'industriel de défense civilo-militaire, et bah oui, bah, on peut quand même prendre des risques. Pareil, parler de titrisation, enfin toute la finance qui tourne autour de ça. Et après, il y a l'attitude des industriels qui pourraient dire, bah, si la guerre s'arrête, à quoi ça servait d'investir? Et c'est pareil, je ne suis pas toujours d'accord avec les amis de la DG1 ou d'autres du Minarme quand ils parlent d'industrie, enfin
l'économie de guerre, bon, on n'est pas en économie de guerre, on peut peut-être s'y préparer, mais on est en économie de haute intensité, pas en économie de Oui, guerre. Les mais Russes le on font, s'y les prépare. Américains, L'idée, on sait comment ils le font. oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Charles, parce que je pense que l'idée, c'est de s'y préparer. On ne dit pas qu'on est en économie de Ah bah guerre, oui, non, mais on est mais d'accord. s'y préparer, par exemple, c'est avoir mis dans la LPM qu'il y a une disposition qui permettrait éventuellement la réquisition de Exactement. l'industrie Ici, on est civile. d'accord. Et On est d'avoir d'accord, mais il multiplié par faut. 4 les fabrications comment dire, la cadence de fabrication des Césars, c'est multiplié, enfin, je crois que c'est par 4, multiplié par 3 celle des Mistral. Donc voilà, mais bien sûr qu'on n'est pas encore en économie de guerre. Mais notre rôle, si jamais ça devait se passer, Ouais. ce serait aussi d'y préparer nos Ah bah populations. exactement. Ça, c'est le rôle des Exactement. politiques. Mais vous savez, dans la LPM, en fait, on est d'accord, mais je veux dire, faut pas mélanger les mots quand on ne l'est pas pour que ça soit clair pour tout le monde. Vous savez, dans la LPM, au dernier Eurosatory, on a quand même fait ressortir que finalement, on peut refaire des stocks. Donc, pour avoir des stocks, et c'est même prévu de temps. Et donc, les militaires sont partis à faire des stocks, voilà, alors que on vivait au juste temps. Voilà, maintenant, c'est différent. On pourrait reparler aussi de toute le MCO, où il y a pas une farce, mais entre le MCO des OPEX et le MCO national, on pourrait décloisonner. Là, on pourra en parler longtemps aussi. Allez, on va. Alain, tu attends depuis un petit moment, c'est ton tour pour nous parler peut-être de tout ce qui suit, de tout ce que j'ai ouvert un petit peu les tiroirs. En matière économie, industrielle, tu peux parler de la Oui, finance oui, et puis avec, la réaction aussi sur ce qui a été dit, c'est à toi. voilà, d'abord, si tu veux, je voudrais parler effectivement de la finance, parce que déjà sur un point très important, il faut quand même pas oublier qu'il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois, le président Zelensky a signé avec le groupe américain BlackRock la reconstruction de l'Ukraine. Donc Ouais. quand j'entends tout à l'heure qu'on va participer à la reconstruction, attention, les Ukrainiens ont décidé avec les Américains que ce serait la plus grande société d'investissement américaine qui piloterait la reconstruction de l'Ukraine. On sait ce que ça veut dire. Regardez ce qui s'est passé après la guerre d'Irak. Il nous a resté de déminer les champs de mines sur les plages de Koweït. Hein. Il faut pas l'oublier. Hein, donc il faut déjà ramener les choses. Moi, si tu veux, par rapport à ce que j'ai entendu, qui est passionnant, et je trouve que vraiment tu as bien choisi, je le dis tout de suite, tous les intervenants, parce que chacun exprime une position. Et ça m'intéresse beaucoup. Mais moi, je voudrais quand même, j'ai quelques petits commentaires à faire là-dessus avant de revenir sur la partie économique. D'abord, je crois qu'il faut regarder en face les gens qui sont les véritables acteurs de la chose. Trump, à son premier mandat, il découvrait beaucoup de choses et il n'était pas, à l'époque, il n'avait pas les pouvoirs qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il contrôle la Chambre des représentants, le Congrès, la Cour suprême, les gouverneurs des États, il contrôle tout. Donc, il peut faire sa politique. Et ça, c'est très important parce que la première fois, ce n'était pas ça. Il ne pouvait pas faire sa politique. Or, sa politique est à l'opposé de celle de Biden, qui a quand même, on peut le dire ou pas le dire, mais enfin, c'est quand même lui qui, du côté occidental, a été le grand défenseur de l'Ukraine. Il faut bien le dire, avec qui? Avec les néoconservateurs, qui étaient démocrates. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'équipe de Biden, elle est totalement différente. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je reviens parce que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il dit deux choses très claires. Il a toujours dit, il n'a pas changé un mot depuis des mois. Le premier, on va faire la paix en Ukraine dès que je suis nommé officiellement, donc fin janvier, dans un mois. Hein, on fait la paix. Deuxièmement, hein, et ça c'est très important, deuxièmement, je ne veux pas, moi, l'OTAN, ça ne m'intéresse pas vraiment. L'OTAN, c'est aux Occidentaux, aux Européens de s'en occuper. Hein, et comment? En faisant le financement. Ça, c'est très, très important. Parce que ça veut dire que de l'autre côté, quand on regarde Poutine, lui, qu'est-ce qu'il dit depuis le premier jour? Je ne veux pas l'OTAN en Ukraine. Il l'a dit avant, il l'avait dit à Munich. Hein, il l'avait dit à Munich en 2011, il a toujours dit. Donc, on sait très bien que la position américaine, allant vers un cessez-le-feu sur la ligne de front, d'après ce que tout le monde dit, elle est bien entendu la contrepartie pour que Poutine accepte
un certain nombre de choses. On va lui dire l'OTAN, peut-être dans 30 ans en Ukraine, ça c'est une option effectivement que défendent les Européens, hein, ou pas d'OTAN du tout, c'est évidemment la solution que voudrait Poutine. Et il est évident que dans la négociation, c'est ça qui va jouer. Si on dit pas d'OTAN, Poutine à ce moment-là pourra dire j'ai gagné sur le point essentiel de ma bataille, donc je suis prêt à céder sur un certain nombre d'autres choses. Ça, je crois qu'il faut bien voir. Dans la négociation, l'histoire de l'OTAN dans l'Ukraine ou pas dans l'Ukraine est essentielle. Le deuxième, c'est qu'on voit effectivement, on va vers une ligne de front. Alors, est-ce que ce sera la ligne de front au moment où ils arrêteront? Est-ce que ce sera une ligne de front aménagée en échangeant des morceaux, s'il en reste, de la zone du saillant de course, hein, des kilomètres carrés occupés à course en Russie contre des kilomètres carrés de l'autre côté en Ukraine? On ne sait pas exactement, mais il y aura des négociations sur une ligne. Alors, est-ce que ce sera les rivières, la ligne de front? Bon, peu importe. Moi, on ne sait pas aujourd'hui, comme ça a été très justement dit, on n'en sait rien. La question, par contre, ça va être qui peut assurer la sécurité sur la ligne de front? Parce que Poutine n'a plus aucune confiance dans les Occidentaux depuis l'affaire de Minsk, hein, depuis les accords de Minsk. C'est clair, il l'a dit, il l'a répété. Donc, il faut s'attendre, effectivement, et ça a été dit, et ça, je trouve ça très intéressant, il faut s'attendre à voir arriver des troupes d'ailleurs. Des pays, comme on a dit, non pas du Sud global, mais du reste du monde qui ne sont pas les Occidentaux. Et là, on pourra avoir des surprises, parce que les Chinois pourraient arriver, les Brésiliens et d'autres. Pour regarder, tous ceux qui étaient neutres, ou plutôt du côté, les BRICS en particulier, qui étaient du côté de Poutine, eh bien, on pourrait bien avoir arrivé ces troupes-là pour assurer la sécurité. Hein, et nous, là-dedans, alors effectivement, le problème qui se pose au niveau des Européens, c'est comment on va faire? Est-ce qu'on est capable d'être unis pour faire quelque chose? Et franchement, j'écoutais les discussions, les commentaires des uns et des autres, mais quand je vois la position de l'Allemagne qui est en train carrément de dire dès maintenant, moi je veux recréer, retisser des liens avec la Russie, on peut se dire que, et nous qui disons on va envoyer des troupes sur place, il y a quand même un différentiel énorme. Hein? Alors certes, je sais que le couple franco-allemand n'existe plus, mais enfin quand même. Hein? Et c'est pas, j'ai entendu tout à l'heure, c'est pas les Néerlandais qui vont nous aider avec les investissements qu'ils font sur leur budget militaire. Hein? Donc, on a un vrai problème. Alors, je dirais que le seul espoir pour l'Europe, moi je vais peut-être un peu être paradoxal, mais je pense que c'est la Pologne, parce que la Pologne est très proche des Américains. Elle met un budget militaire important, beaucoup plus important que les Français et que tous les autres pays d'Europe. Hein. Elle est totalement liée aux Américains, hein, depuis longtemps. Ils sont très proches des Américains. Donc c'est vrai que l'arrivée du président, pardon, polonais à la tête de l'Europe au mois de janvier va peut-être provoquer quelque chose. Mais est-ce que lui, tout seul, peut faire quelque chose? Je ne pense pas. En tout cas, je ne crois pas une seconde qu'il ne s'aligne pas sur la position américaine. Parce que c'est son intérêt, que les Américains feront ce qu'il faudra pour que ce soit son intérêt. Alors, un autre point quand même, ça a été dit, et moi je trouve ça aussi très intéressant personnellement, c'est le fait que tout est lié, tous ces conflits sont liés. Trump a bien dit, après l'Ukraine, j'arrête le Moyen-Orient. Et il a d'ailleurs commencé. On sait qu'il est intervenu auprès de Netanyahou pour faire la paix au Liban, pour faire un cessez-le-feu, excusez-moi, au Liban. Hein, c'est pas étonnant, il a un gendre qui est copain de Netanyahou et l'autre il est libanais. Alors ça, il faut le savoir. Hein. Donc il a chez lui des éléments qui permettent de comprendre certaines choses. Bon, indiscutablement, le problème, par exemple, de la Syrie, bon, Trump a dit la Syrie, je m'en fous, donc lui, ça ne l'intéresse pas, mais la Syrie, la victoire d'Al-Jolani, elle a été permise par les Turcs, c'est les Turcs qui ont été derrière, tout le monde l'a dit, Trump en tête. Hein. Bon, mais les Turcs sont aussi copains avec les Russes, puisqu'ils ont servi d'intermédiaires dans beaucoup de domaines jusqu'à maintenant, y compris dans les négociations entre les Russes et les Ukrainiens et les Américains. Bon, les Turcs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité? Il est clair que c'est entre leurs mains, il y a la base de Tartous.
et la base des Ménines, pour l'aviation. Parce que s'ils disent aux Syriens qui viennent de prendre le pouvoir, vous ne touchez pas aux bases, eh bien, et ça sera appliqué, ça sera respecté, parce que sans les Turcs, les autres ne pouvaient pas arriver jusqu'à Damas. Les chars les chars d'hybrides qui ont été à Damas, ils ont été fournis par les Turcs, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Bon, et sinon, il n'y aurait pas eu ça. Donc, on voit bien que tout se tient et qu'on va retrouver en définitive. Et je pense que, moi, je vous parle de la Turquie, ce n'est pas pour rien, c'est que la première négociation qui avait eu lieu entre les Ukrainiens et les Russes, 2 mois après le début de la guerre, à Antalya, hein, en Turquie, elle avait été faite sous contrôle des Turcs. Hein. Tous les échanges qu'il y a eu depuis, le problème de la mer Noire, il a été réglé grâce aux Turcs. Donc, les Turcs ont un rôle essentiel et ça m'étonne beaucoup. On parle toujours de l'Europe, on devrait parler des Turcs. Certes, on n'en veut pas dans le cadre de l'Europe, dans l'Union européenne, mais ils jouent un jeu très important en ce qui concerne cette affaire-là. Et je pense qu'on va les voir revenir. D'autant plus que, comme vous avez vu, les Turcs ont posé leur candidature aux BRICS, hein, alors qu'ils sont dans l'OTAN et qu'ils sont nos alliés. Donc, on voit bien qu'ils sont dans une position intermédiaire et je crois qu'il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer de ce côté-là. Hein. Alors, un dernier point sur après je passe un peu je voudrais quand même vous dire quelques mots sur l'économique. Un dernier point aussi, c'est que n'oublions pas que dans cette guerre, quand on parle indiscutablement, je reviens à ce que disait François Chauvency, il avait 1000 fois raison, hein, il y a sur toute la situation, il y a une chose qui me frappe depuis très longtemps, moi aussi, c'est les annonces. Je crains qu'on soit surpris par les chiffres de morts du côté russe quand on saura la réalité. Parce qu'il y en a eu beaucoup, mais certainement moins que ce qu'on a annoncé. Il y en a eu beaucoup, c'est indiscutable à certains moments, et puis on sait très bien que lorsqu'on attaque, ça coûte beaucoup plus cher que lorsqu'on défend. Mais je pense quand même qu'il y a eu un coefficient d'attrition, comme on dit chez les militaires, qui a été significatif, mais pas si fort que ça. Ceci étant, ils ont beaucoup de mal parce que c'est un petit pays. Même si par rapport à l'Ukraine était à plus de 40 millions d'habitants, hein. Bon, maintenant elle est à moins, mais bon, les Russes, ils étaient à 4 fois et demi plus, même pas d'ailleurs, hein, 4 fois et demi plus. Mais tous les Russes, on ne peut pas les recruter pour faire la guerre, pas plus d'ailleurs que les Ukrainiens. Donc on voit bien les limites. L'histoire de la Corée, pour moi, c'est un épiphénomène parce qu'ils les utilisent à l'intérieur de la Russie, en contrepartie d'échanges. Je crois que ce n'est pas essentiel. Ce qui est important, c'est que Poutine, il a besoin de faire la paix lui aussi, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse. Hein, il progresse doucement, tout doucement. Bon, et quand il y a toujours un risque, effectivement, qu'il y ait un effondrement du front, auquel je ne crois pas pour le moment, en tout cas, mais Poutine progresse doucement. Il n'a pas suffisamment de troupes pour véritablement gagner. Hein, et les Ukrainiens n'ont pas suffisamment de troupes pour pouvoir faire la contre-offensive. Donc, de toute manière, il faut trouver une solution et la solution, c'est le cessez-le-feu. Je crois que aujourd'hui, c'est une évidence. Et il faut refuser de voir les faits et la réalité pour ne pas le comprendre, à mon avis. Alors après, bien sûr, il y a tout le problème de la diplomatie, des arrangements et des intérêts des uns et des autres. Mais entre parenthèses, et là, je ne veux pas être méchant, et par rapport, j'écoutais avec attentivement, bien sûr, nos représentants qui travaillent sur ces problèmes-là. Franchement, la France, aujourd'hui, elle est complètement marginalisée dans cette affaire. Hein, et il faut être sérieux. Hein, il faut être sérieux. Malheureusement, on est marginalisé et ce n'est pas notre situation actuelle et nos moyens financiers qui vont nous permettre de relancer la machine. Alors, justement, sur le plan économique, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est après, une fois qu'on aura la paix. Hein, une fois qu'on aura la paix, alors que ce soit un cessez-le-feu à la coréenne, hein, il dure quand même depuis 70 ans, donc c'est pas si mal, hein, un cessez-le-feu à la coréenne sur une ligne de front ou autre chose, mais partons de là. Les Américains vont piloter le redressement. Le redressement économique, le remise en état économique de l'Ukraine. Les Allemands veulent participer, bien entendu, à tout ça et veulent recréer des liens avec la Russie et donc se faire bien voir dans toute la zone.
Donc, comment nous, on va pouvoir intervenir? Et là, je crois effectivement qu'il faut, alors là, souhaitons que l'Europe, il faut vraiment espérer que l'Europe va arriver à s'entendre, hein, pour faire une politique commune et donner certains avantages à l'Ukraine. Mais attention, parce qu'on a vu les problèmes avec l'économie de guerre. L'Ukraine nous a vendu dans toute l'Europe des produits qui n'étaient pas des produits conformes. On a fermé les yeux parce que c'était l'Ukraine, hein. Et oui, on a fermé les yeux, hein, sur beaucoup de choses. Regarde les produits agricoles en particulier avec les réactions en Pologne et ailleurs, hein. Et donc, il va falloir qu'on trouve des formules, ça c'est à l'Europe de trouver des formules pour aider l'Ukraine à s'en sortir, au point de vue économique. Parce qu'il ne faut pas compter sur les Américains pour ça. Ils vont reconstruire, mais ils ne feront pas le redéveloppement de la vie et de l'économie de l'Ukraine. Donc là, nous avons, à mon avis, c'est là le problème fondamental. Il est temps que l'Europe se mobilise pour trouver justement des moyens, passer des accords, alors que ce soit bilatéraux ou des accords avec l'Europe entière, pour améliorer les relations, les échanges commerciaux, les échanges techniques, tout ce qui peut favoriser le développement d'Ukraine et dont nous serons bénéficiaires. Et il faut faire attention, parce que ce que je crains là-dedans, c'est que quelques pays d'Europe, comme la Pologne, qui est juste à côté, ou d'autres, en profitent tout seuls, dans le cadre d'accords bilatéraux, ou l'Allemagne, au détriment du reste de l'Europe, comme ça a pu se faire dans le passé, lorsque les pays du Nord sont été intégrés dans l'Union européenne et qu'on a vu certains pays comme l'Allemagne en profiter pour transférer toutes les activités de main-d'œuvre dans ces pays-là. Donc là, je pense qu'il y a un vrai problème, mais une véritable opportunité pour nous si on sait la saisir. Et c'est dans ce domaine-là, à mon avis, qu'on a le plus de chances de réussir quelque chose. Voilà. Ah, j'étais pas prêt. Pardon, oui, oui. Et c'est vrai qu'on a parlé de l'intégration avec l'ambassadeur de Hongrie sur le bilan de la présidence. C'est vrai qu'il faut être réaliste aussi. Et sur le blé, on a même bien vu. Alors, ce qui était étonnant, je parle parce que je suis dans les institutions, c'est que quand il y a eu une souplesse finalement pour le processus du grain, et que les pays limitrophes se soient un petit peu ont levé les boucliers parce qu'il y avait un peu de déperdition de partout. C'est la Commission européenne qui leur a tapé sur la tête alors que c'était à elle de. La Commission aurait pu mieux organiser le processus pour pas qu'il y ait justement de problématiques sur les récoltes au niveau de l'agriculture. Mais il ne faut pas oublier que la Turquie, si elle a, avec son double jeu tout le temps hein, aussi, c'est qu'elle avait besoin du blé aussi. Donc c'est pour ça qu'elle a négocié pour le blé, parce qu'elle en avait besoin. La Pologne, effectivement, c'est peut-être le moment polonais. Hein, en économie, ça a été notre premier ambassadeur qu'on a reçu en 2015, Bir, il s'appelle toujours d'ailleurs, et on avait proposé le Pologne nouveau moteur au centre de l'Europe. Bon, il y a le moteur franco-allemand, enfin bon, qui tousse un petit peu peut-être, mais il y a d'autres moteurs aussi, et ça fait partie du même véhicule. Et le moment polonais est là. Alors c'était rigolo, je disais à l'ambassadeur, enfin l'archiduc, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans Visegrad? Que lui-même nous avait bien expliqué l'an dernier, d'avoir dans un pays qu'on dit vendu aux Russes et puis un autre vendu aux Américains. Donc, bon, Ouais, enfin, bah, bon, c'est- dans, ouais, dans ouais, le même groupe. Enfin bon. Et puis, en tout cas, merci Alain pour tes éclairages. On va passer aux questions. J'ai relevé quelques questions, mais finalement, dont on a un petit peu parlé. Est-ce qu'il y a un exemple au niveau militaire cette fois-ci, François, si tu es toujours avec nous? Je suis à l'image, hein, ça tombe bien. Merci bien, c'est super. Donc, il y a une question sur le. Je ne retrouve pas de mémoire. Il y a une opération voilà, en Roumanie qui a lieu. Comment elle s'appelle attends, je vais la retrouver. Je parlais des balles de groupe tout à l'heure. Hein, donc, je crois que c'est une opération qui s'apparente à ça. Voilà, l'opération Aigle
NATO en Roumanie actuellement en place pourrait-elle être un support militaire effectif à la garantie d'un cessez-le-feu ukrainien russe de Odessa au sud, oblast de Kherson, au nord, oblast de Louhansk? Oui, bah, c'était une opération qui a été mise en place dès le début de la guerre, hein, qui a permis à Ouais. la France d'ailleurs d'être projetée rapidement. On a des forces pour le faire. Alors, je ne sais pas combien on en a aujourd'hui, hein, je crois qu'on a moins de 1000 hommes, hein, mais c'est dans un contexte multinational. Il n'y a pas que des Français, c'est une unité multinationale. Maintenant, alors, les effectifs totaux, je ne les connais pas, je ne les ai pas en tête. En revanche, il faut quand même bien penser que c'est une ligne de front de 1000 km. Donc, ça ne suffira pas. Ça peut être un harpon, comme on dit, mais ça voudra dire que toute l'Europe devra contribuer à cette unité, je dirais, multinationale au niveau d'un corps d'armée, peut-être, ou un peu plus, de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, si on veut être cohérent. Ce n'est pas 4000 hommes, c'est peut-être une brigade, hein, je crois qu'il y a, qui va pouvoir contrôler des centaines de kilomètres de front. Sans oublier qu'il va falloir installer une logistique digne de ce nom. On a parlé tout à l'heure de déminage. Donc, il va falloir en plus nettoyer là où on s'installerait. Oui. Ça représente une occasion à la fois unique et dangereuse. Unique parce que ce serait l'opportunité pour l'Europe, finalement, de l'Union européenne, et je pèse bien mes mots, de montrer qu'elle est capable de déployer des forces sous un seul commandement au nom de l'Union européenne, effectivement en maintien de la paix, ce qui est évoqué tout à l'heure. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a un cessez-le-feu et qu'on déploie des forces. D'un autre côté, je pense que le défi logistique et financier sera énorme. Et je crains que, enfin je crains non, ce serait une décision, qu'on y reste pendant un certain nombre d'années et qu'à bout d'un moment, on finisse par s'enquister comme fait l'ONU, parce que les forces de l'Union européenne n'ont pas vraiment la culture du maintien de la paix, c'est beaucoup dans les textes, mais en termes de fonctionnement à je ne sais pas combien d'États, avec des armées qui ont été complètement déstructurées depuis des années, avec des effectifs réduits, ça va poser problème. Parce que quand on dit, alors je me conclurai là-dessus pour ne pas être trop long, quand vous déployez des forces, il faut envisager qu'il y aura une relève, c'est-à-dire du même effectif. C'est-à-dire que si vous mettez 10, 15, 20, 30 000 hommes, ben, il va falloir que 4 mois après ou 6 mois après, vous en mettiez autant. Et que pendant ce temps, vous avez encore 10, 15, 30 000 hommes qui se préparent. Donc en gros, la manœuvre logistique et la manœuvre RH sera telle que je crains que nos forces armées européennes ne soient pas en mesure de remplir le contrat. Oui, alors, Sur, je peux rajouter, ouais. en fait, c'est la mission de l'OTAN. On ne peut pas dire que l'OTAN ait failli dans sa capacité à renforcer et à mener ses missions de réassurance sur le flanc oriental. Alors, aujourd'hui, il n'y a peut-être pas les armées européennes suffisamment forte. Mais enfin, bon, la France est en capacité d'être nation cadre en Roumanie et donc de piloter, de commander des forces alliées. La même chose pour les Britanniques. Il ne faut pas oublier les Britanniques qui sont nation cadre, je crois, en Estonie. Et donc, bien sûr, le général a tout à fait raison. Si on était dans un conflit plus chaud, il faudrait pouvoir se relayer en permanence. Et aujourd'hui, on estime environ 40 000 soldats américains qui renforce cette ligne orientale. Donc, il faudrait au moins l'équivalent et en rotation, comme vous disiez, côté européen. C'est ce que demandent les Américains. J'avais une Et en question. sachant que les Américains, eux, ne mettront pas le pied en Ukraine. C'est clair. Et voilà, en fait, voilà, les rapports sont là, hein, les rapports de force nécessaires. Bien sûr, c'est de monter à plus de 100 000. Mais moi, je pense que c'est le rôle de l'OTAN, hein, la défense collective de l'Europe. Personne ne le nie et on ne peut pas faire sans les Américains, même s'ils sont en ligne arrière. Et je ne pense pas que les Américains partent du jour au lendemain. De toute façon, il faut être volontariste, hein, sinon on laisse la place aux Russes tout de suite. Hein, c'est ça. Et si les Russes gagnent trop facilement en Ukraine, le prochain étape, bon, c'est la Moldavie, et puis après c'est la Géorgie. La Géorgie, on perd l'Arménie. Après, l'ordre mondial est bouleversé, complètement bouleversé. Il ne reviendra pas à son état hanté. Alors, j'ai une Donc, question si pour on les. Ouais, c'est pour ça qu'effectivement, la réponse des Européens, qui sont très inquiets de ce que pourraient faire ou ne pas faire les Américains, c'est de se dire, bon, équipons-nous, et pour s'équiper à court terme, bien sûr, on achète sur étagère, et c'est plutôt du matériel américain. Mais ils sont conscients aussi que pour des enjeux de souveraineté, et parce que les Américains ne sont pas toujours là, et qui vont s'intéresser plus à la Chine, il faut qu'on développe nos propres technologies. Donc, si on part battu, on n'y arrivera pas. Mais il faut, voilà,
on a Alors, quand une même question pour les une politiques. alliance Oui, oui. forte. Au départ, avant que la France n'aille en Roumanie, il y avait d'autres nations cadres justement qui s'étaient déployées dans d'autres pays avant que la France ne le fasse en Roumanie. Comment on peut expliquer justement la réaction un peu plus tardive de la France de déployer des troupes alors que d'autres pays l'avaient déjà fait dans les Pays-Bas, etc., Non, Pologne. on ne l'a pas fait tardivement, hein, il ne me semble pas. Je crois Et que on l'a souvent, fait après, on l'a pas fait automatiquement au même moment. non, parce qu'on est justement dans le cadre de l'OTAN et on a répondu, on est une force avancée de l'OTAN, on était en alerte, on a répondu à la demande. Maintenant, les autres forces qui étaient déjà déployées, c'était les 4 bataillons qui tournaient dans lesquels il y avait des Français. Un bataillon, c'est 600-800 types, hein. Ouais. Donc, on avait 3000 hommes pour l'OTAN qui étaient déployés notamment dans les États baltes. Là, on est passé à 8 depuis, Ouais. donc on multiplie par 2. Bon, voilà. Donc, non. Les 4 battle groups, Il y en a 8 en tout. Aujourd'hui, il y en a 8 qui sont Il y en a multinationaux. Et chaque Ah. pays, plusieurs pays qui ont pris la responsabilité. Mais nous sommes bien, effectivement, comme l'a dit Madame la députée, nous sommes en force de réassurance. On a montré la détermination de l'OTAN par des forces militaires projetées relativement rapidement. Simplement qu'on défendait des États de l'OTAN, ce qui voulait dire que toute agression contre l'un de ces États de l'OTAN où on avait des forces était obligatoirement avec pour conséquence notre réaction militaire. Absolument. Alain, tu voulais intervenir? Oui, non, sur deux choses. D'une part, c'est on est bien d'accord, enfin, sur lequel je suis d'accord avec ce que vient de dire François, hein. Par contre, sur un autre point, c'est par rapport à notre Madame Chef, c'est pardon. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas m'envoyer des troupes de l'OTAN, même pour faire un travail de service ou autre, en Ukraine, à partir du moment où on aura signé que l'OTAN n'est plus en Ukraine. Donc il va falloir que ce soit l'Europe. Alors ça peut être l'Europe par des accords européens de l'Union européenne, mais ça ne peut pas être par l'OTAN. Je crois qu'il faut partir d'un principe, c'est oublier l'OTAN sur l'Ukraine, parce que des deux côtés, ils sont d'accord là-dessus. Donc c'est pas la peine de nous, on se maintient, c'est incroyable. Nous en Europe, on continue à dire l'OTAN, l'OTAN. Non, les Américains sont d'accord pour enlever l'OTAN de l'Ukraine et les Russes ne l'en veulent pas. Donc oublions ça et voyons comment nous, les Européens, on peut effectivement apporter toutes les sécurités, les garanties nécessaires. Autrement que par l'OTAN. Ça, c'est un vrai problème. C'est ce que je proposais dans l'article du coupe-feu, justement. Absolument. Pas forcément sur la ligne de fond, sur les. Et puis, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que si Trump veut se retirer en disant c'est pas ma guerre, en fait, ça coupe la Libye sous le pied de Poutine qui n'arrête pas de dire c'est la faute des Américains, quoi. Exactement. Ça arrête net l'argumentation de Poutine. C'est un des éléments du problème. Il y a un autre aspect, il y a beaucoup de questions qui relèvent qui parlent de Weimar. Oui. Alors c'est vrai que moi je viens de passer 2 jours à l'ambassade de Pologne sur Weimar. On parle on essaie, et puis avec l'ambassadeur, effectivement, il reconnaît que Weimar c'est une plateforme, hein, c'est comme les Britanniques avec le IE qui disaient mais non, c'est une plateforme. Alors certains veulent qu'on solide, qu'on mette des budgets, mais non, ça reste une plateforme. Mais l'an dernier, on disait, tiens, Weimar pour l'Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ukraine? Alors, Weimar, c'est pas que la sécurité. D'ailleurs, on peut faire Weimar sur l'énergie, l'industrie, pourquoi pas agricole avec le salon d'agriculture qui vient. La dynamique Weimar, pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Déjà, pardon. Oui, pardon. Non, Oui, non, alors. Sur le plan économique, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le triangle de Weimar pourrait être une forme de travail à 3 pays pour essayer de travailler mieux sur le plan économique avec la Russie, avec l'Ukraine et développer des relations. Oui, ça pourrait nous intégrer dans un processus dans lequel, pour le moment, nous ne sommes pas. Voilà, surtout les trois Je vous ai interrompu, chère madame. Excusez-moi. Enfin, il ne faut pas dire ça aux Italiens parce qu'ils remontent aussi, mais ouais, mais enfin, ils ne sont pas dans le même niveau. Alors, Nathalie. Oui, j'allais dire, bon, l'intérêt du triangle de Weimar, c'est de pouvoir entraîner d'autres pays dans leur sillage, parce que on a quand même les principales puissances militaires européennes. Il faudrait faire un triangle de Weimar plus le Royaume-Uni aussi vis-à-vis de l'Ukraine, parce que le Royaume-Uni quand même, la Grande-Bretagne, oui, le Royaume-Uni est quand même assez volontariste. On a fait Weimar pour déplacer le centre de gravité. Oui, mais le problème, c'est que là, l'Allemagne répond aux abonnés absents, on l'a bien dit. En ce moment,
pour la défense de l'Ukraine, si on devait faire plus, et il faut compter éventuellement sur les willing and capables, les volontaires et les capables, eh bien, il faut compter sur Polonais et Britanniques et Français. Dans l'immédiat, il n'y a pas les Américains, ça on l'a bien dit, c'est pas les Américains qui enverront des troupes au sol en Ukraine, mais voilà, ça repose sur Polonais, Britanniques et Français, parce que l'Allemagne va être aux abonnés absents jusqu'à jusqu'à ces élections, et les États-Unis seront pas très présents de toute façon avant la mise en place de la nouvelle administration, enfin la stabilisation, je dirais, de la nouvelle administration Trump. Donc voilà. Mais on a des pays volontaires. On a parlé hier, même la semaine dernière, sur le petit déjeuner constitutionnaliste. Les Allemands, ils sont presque maintenant habitués à fonctionner. C'est pas forcément comme chez nous où il y a un budget qui est reconduit, machin, etc. C'est comme si les Allemands pouvaient continuer à fonctionner quand même, finalement. Mais c'est un pays fédéral, hein. Pas l'oublier. Voilà. Sachant que le français et l'allemand ne prend pas fédéral de la même façon. Oui, mais moi je voulais juste rajouter un point, mais très 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 rapide. Les Allemands ne sont pas forcément aux abonnés absents. Ils ont des turpitudes politiques, mais je crois qu'on n'en est pas exempt non plus. Et sur le plan européen, je trouve ils ont un vrai projet européen. Il va y avoir un livre blanc qui va être produit au premier semestre 2025. Et pour l'instant, les Français n'y participent absolument pas. Donc, si en effet l'Europe doit avoir un rôle à jouer dans l'avenir, la défense européenne ou future défense européenne, elle est en train de se préparer maintenant sans les Français. Donc, voilà, critiquer les Allemands et dire qu'on a pire que nous, ça peut nous rassurer peut-être, mais je pense qu'on a vraiment, nous, un très très gros souci et peut-être commencer à balayer devant notre porte et commencer par cela. Pour Weimar, moi je pense, et cela a été dit, la Pologne va jouer un rôle central. Il y a eu un déplacement au niveau européen, et je pense que nous sommes bien inspirés aujourd'hui, et le président est allé en Pologne, et c'était une bonne chose, de montrer notre intérêt pour la défense européenne. On en a beaucoup parlé, mais on n'a pas fait grand-chose. Et ça c'est peut-être un trait français, on trouve les mots, on a les idées, on n'a pas le pétrole, et on continue à avoir les paroles, et on n'a pas les actions. Mais je crois que maintenant, il faut en effet concrétiser. On le fait très bien en Estonie, on le fait très bien en Lituanie, on est présent en Roumanie, et de montrer qu'en effet, nous sommes capables de déployer des hommes, d'autant qu'on n'a plus personne en Afrique, et donc on a un petit peu plus de personnel militaire à déployer en Europe. Mais faisons cet effort-là, parce qu'au niveau politique, on a un vrai souci actuel. Voilà. Alors, Hélène, je voudrais quand même répondre. De prendre la parole. Mais je réponds à Hélène parce que moi, je suis à l'Assemblée franco-allemande, on ne peut pas me taxer de ne pas aimer la coopération avec l'Allemagne. Au contraire, j'ai toujours défendu. Ce qu'il y a, c'est que quand je dis qu'ils sont aux abonnés absents, c'est maintenant, c'est conjoncturel, c'est parce qu'ils ont leurs élections. C'est pas du tout dans un autre but. Et parce qu'ils nous le disent eux-mêmes. Quand j'étais aux États-Unis, ils ont dit en ce moment, voilà, il ne faut pas compter sur nous. Et c'est normal, ils sont en élection. Et si la coalition a explosé en Allemagne, c'est aussi pour des questions budgétaires. Savoir, il y a d'un côté ceux qui voudraient emprunter, notamment pour pouvoir dépenser plus en défense, et ceux qui sont pour l'orthodoxie. Donc on a bien les mêmes problématiques, on est bien tout à fait d'accord là-dessus. C'est comme quand je parle du lien franco-allemand, en mettant les choses à plat avec le moteur, les parties chaudes, froides, etc. Tout le monde ne comprend pas forcément, il y en a qui pensent que je blâme et tout, alors que non. Et je dis, tiens, mais l'association, tout le monde réclame En Europe, il y a la France, l'Allemagne et les autres, dans plein de domaines. C'est pour ça qu'on est généraliste, qu'on ne voit pas que la défense. Et souvent les autres avec l'Allemagne, mais pas forcément tout le temps. Et après, du moment qu'on se parle, c'est bien, mais on n'est pas forcément obligé à travailler ensemble si on n'y arrive pas, quoi. Donc, on met toujours en se parlant. Parce qu'après, justement, on pense qu'on se fait avoir, etc. Voilà. Donc, il faut bien comprendre la réalité. François, tu voulais intervenir ? Oui, sur différents points que j'ai entendus jusqu'à présent. Tout d'abord, la question de Weimar. Excusez-moi d'être un petit peu en décalage par rapport à vos positions. Pour un non-français, Weimar, c'est une succession de dialogues passionnants qui ne débouchent sur rien du tout.
Jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose que Weimar a prouvé, même s'il y a indiscutablement un potentiel. Dites-vous bien que dès le moment où on envisage une activation du triangle de Weimar, immédiatement vous avez les Italiens qui demandent à y être rattachés. La géopolitique l'explique peu, mais voilà, il y a une demande. Si les Italiens le demandent, les Espagnols immédiatement après font une demande similaire. Donc on est déjà dès le début parti dans des complications à peu près incessantes, rien que de procédure. Donc attention aux grandes perspectives Weimar, espérons qu'elles se matérialisent un jour, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu grand-chose. Deuxième point, bon, il y avait eu deux questions dont nous discutons ici, la question des troupes de maintien de la paix en Ukraine et celles qui sont du côté européen, donc du côté occidental. Celles-là, de toute évidence, vont continuer à jouer un rôle dans le cadre OTAN, alors qu'en Ukraine, c'est chose impossible. Pour les troupes en Europe, je crois que il ne faut pas non plus prendre l'arrivée de Poutine comme quelque chose de tout à fait anti-européen. Dans son mandat précédent, le président Trump était extrêmement critique vis-à-vis de l'OTAN, mais en définitive, ce qu'il a fait, c'était de renforcer les forces américaines en Pologne sur une base multilatérale. Au total, on s'est trouvé avec plus de troupes américaines que le président Obama, qui était son prédécesseur. Donc là, faisons attention à ne pas oublier le côté bilatéral de la politique de Trump. Dernier élément, pour les troupes qui seraient en Ukraine, là je crois, et je l'ai signalé durant ma présentation, on ne doit pas oublier les autres, et je crois que c'est M. Juillet qui avait également, qui était intervenu en ce sens. On a eu un plan de paix sino-brésilien qui valait ce qu'il valait. La Chine n'est pas très crédible en la matière, puisqu'elle est résolument du côté de Moscou, même si elle n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un pourrissement de la situation en Europe, mais seulement dans les faits, elle ne fait pas grand-chose pour masquer son parti pris très résolu du côté des Russes. Les Brésiliens, en revanche, sont précisément le représentant de ces BRICS, qu'on les appelle Sud global ou le reste du monde, peu importe. De toute façon, le Sud global n'a jamais été clairement défini. Les BRICS le sont un peu plus, mais cela, c'est à ce moment-là à l'exclusion d'éventuellement d'autres. Et on peut, à mon avis, tout à fait envisager d'avoir des garanties de cessez-le-feu qui soient apportées par des troupes venant des pays des BRICS ou Sud global, comme on les appelle. Merci. Oui, alors c'est vrai que Weimar Plus, là, moi j'ai découvert récemment B9, c'est pas de la bataille navale, hein, c'est Bucarest 9, mais dirigé par la Roumanie, hein, donc si on voit V4 qui fait V4+, etc. Donc bon, ça peut être intéressant, moi j'appelle ça des laboratoires, mais Bucarest 9, les Roumains vont bientôt nous en parler, c'est promis. Moi je voulais revenir sur la dette. On fait tout ça, mais finalement, on le consolide financièrement comment aussi avec soit de la titrisation pour isoler la dette, la faire financer autrement, faire évoluer aussi la BEI, qu'elle s'applique un peu plus. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on fait quelque chose entre Européens ou est-ce qu'on fait un fonds, pourquoi pas, avec les États-Unis ou d'autres pour un peu consolider, parce que les décisions politiques se confortent d'aspects économiques, techniques, etc. Et la finance, on voit avec la France aussi, mais c'est comme pour la dette française. Tiens, la titrisation peut régler, comme le Crédit Lyonnais, quand on a fait la consortium, hein, bon, on isole la dette comme ça, c'est plus facile d'aller de l'avant d'une certaine façon. Après, c'est un peu ce que le fonds a fait pour la Grèce qui s'en sort pas mal en ce moment, mais c'est pas parce qu'on fait cette opération-là qu'on est banni pour 5 à 10 ans. C'est comme
quand un chef d'entreprise aussi fait faillite, et des fois il est banni pendant 5 ans, il ne peut pas reconstruire. Bon, là, c'est pas forcément le cas, mais les Portugais nous rappelaient aussi que bah, quand ils sont passés sous le FMI, surveillance FMI, etc., et maintenant ils se portent bien. Donc, les solutions financières, elles peuvent passer par quoi finalement pour qu'on montre qu'on a une solidité si on veut mettre des choses en place pour consolider certaines solutions. Moi, bah, moi, je voudrais juste un petit commentaire là-dessus, c'est que aujourd'hui, vu la situation de la plupart des pays d'Europe qui sont avec des dettes très importantes et une situation économique donc très mauvaise, hein, il faut bien le dire, hein, que ce soit l'Allemagne, la France, la Grèce, elle sort des problèmes, l'Italie, elle n'est pas si brillante que ça, enfin, quand on regarde, c'est pas terrible. On voit bien que d'un côté, je parle pour l'Ukraine aujourd'hui, elle a une dette très importante, essentiellement envers les États-Unis. La plus grosse partie de la dette est vers les Américains. BlackRock est chargé d'aider Zelensky, le président Zelensky, à régler le problème et à gérer la relance de l'économie, enfin la reconstruction de l'Ukraine. Donc, Mais Alain, l'évidence, il va jouer avec le c'est dollar. une économie, Alain, excuse-moi, c'est une économie qui fonctionne quand même encore en Ukraine. Ah non, mais je n'ai pas dit qu'elle ne fonctionne pas. Ouais. Mais quand la paix va s'arrêter, il va falloir rembourser un certain nombre de choses qui ont été empruntées, qui ont été pris, et des prêts qui Oui, ont bien été sûr, voilà. accordés. Hein, il va falloir les rembourser. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe qui peut apporter des garanties, ni la Banque centrale européenne. On n'a pas les moyens. À nouveau Donc, le en plan Marshall? définitive, ah, oui, mais, oui, ben, il n'y a que les Américains qui peuvent le faire. Ouais. Et on revient à BlackRock. Moi, je pense que la clé de ce côté-là, c'est les Américains. Mais nous, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas essayer de voir comment, au niveau de l'Europe, ou au niveau de certains pays de l'Europe, on ne peut pas trouver des formules bilatérales pour travailler avec l'Ukraine, lui permettre d'avoir des échanges efficaces entre nous. C'est pour ça qu'avec les Polonais, on parlait de Weimar pour l'Ukraine, finalement. Absolument. C'est- Weimar, on parle beaucoup de militaires, mais on peut parler de Weimar au niveau économique en disant pourquoi pas. Mais ce qui m'inquiète dans Weimar actuel, c'est que les Allemands, quand tu regardes les déclarations les deux leaders allemands avant la prochaine élection, les Allemands aujourd'hui sont dans une logique de faire cavalier seul avec la Russie et donc aussi avec l'Ukraine. Mhm. Ça pose problème. L'ambassadeur d'Allemagne était là la semaine dernière il Eh s'est oui, fait des mais bisous avec l'ambassadeur polonais, mais des fois je me demande vraiment si, même avec les rapports qu'on entretient, quand j'ai proposé aux Allemands de faire comme avec les Belges, comme avec François. Tiens, hein, François, souviens-toi de Krakow, quand on a fait les événements pour mettre à plat la politique belge d'achat, etc. Bon, les Français ils sont venus en grimaçant, etc., mais on l'a fait. Après, il y a une belle explication. On a fait un bel événement sur Camo et puis les chasseurs de mines. Et j'ai proposé la même chose à l'ambassadeur d'Allemagne. Au début, il ne comprenait pas. Puis après, il me dit, ah, ouais, effectivement. Et puis, ben, tiens, pourquoi pas sur l'armement. Et finalement, hop, ils ont passé une pirouette. Enfin, on se fait toujours des exactement. sourires, mais on ne fera pas l'événement. Euh, Parfois, c'est toujours un peu, sans les blâmer, j'essaie de revenir sur ce que me disait un ancien ambassadeur d'Allemagne, merci parce que vous ne nous blâmez pas, mais parfois, on a du mal quand même. Sachant que la France aussi, ben, avant, le franco-allemand était toujours plus facile parce que Oui. l'Allemagne était dépendante, maintenant c'est un peu différent. Eh Donc, oui. ils font un peu leurs actions et ils les font. Et puis, quand je vois, quand je voyais le chancelier parler à la place du secrétaire général de l'OTAN, enfin bon, ça m'a rappelé les vieux souvenirs quand on faisait des manœuvres en Allemagne avec l'armée allemande, on était contents, etc. Et puis là, finalement, tout s'est écroulé, et puis ça revient, quoi, mais ils prennent conscience de ça. Mais il faut compter sur l'Allemagne aussi, mais encore Bien une fois, sûr. on Je peut. crois, je crois, François, à cet égard-là, que quoi qu'on dise de la force et de la faiblesse de la France, de l'Allemagne, des intentions de l'un ou de l'autre, il n'en reste pas moins que ce fameux axe franco-germanique reste une absolue nécessité Ah, pour absolument, l'Union on est d'accord. européenne. On est Donc ça, d'accord. c'est une chose certaine. Mais tout le monde la Euh, réclame, hein. On est bien oui, d'accord. je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'à la grande différence du passé, c'est qu'il ne suffit pas de dire aux autres États membres de l'Union européenne, soyez avisés que le couple franco-allemand a décidé ceci ou cela, il faut les convaincre aussi.
Ça, c'est une grosse différence parce que par rapport à avant où les autres suivaient plus ou moins automatiquement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de l'axe franco-allemand en lui-même, il est terriblement dépendant en définitive et c'est assez normal puisque tout revient à cette situation-là. Il est assez dépendant de la situation économique et financière des deux États. Pour l'instant, la France est dans une phase difficile. L'Allemagne est dans une phase difficile sur le plan politique, mais a néanmoins des finances publiques qui sont nettement plus favorables et qui lui permettent, de ce fait, soit de dire non à la France, soit de mener des initiatives de leur côté, d'autant plus que, soyons réalistes, depuis que le Bundestag s'est rendu compte que l'Allemagne n'était plus seulement un géant économique, mais un nain politique, depuis que cette idée-là est terminée, eh bien, il se rattrape assez facilement. Donc là, je crois que la France, si elle veut reprendre l'activisme de cette locomotive franco-allemande, la première chose sera de mettre de l'État de l'ordre dans les finances publiques françaises. Et j'en parle d'autant plus volontiers que les Belges ne sont pas dans un état nettement plus favorable. Donc, je sais bien que... Alors, c'est vrai on propose là, de refaire les groupes de cohérence économique pour un peu avancer de façon concrète. Avant de vous poser ma dernière question à tous, traditionnelle, qui est normalement la première, c'est vrai que je rappellerai au niveau Allemagne-Pologne, de plus en plus en Pologne, et c'est vrai que si on a bien refait l'amitié franco-allemande avec les Polonais et les Allemands, c'est pas encore forcément ça. Donc ça progresse, donc le Grand de Weimar, enfin l'ex-Weimar, il est aussi fait pour ça, c'est-à-dire pour consolider entre le ressenti entre les Allemands et les Polonais. Et c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, entendu, et c'est certains témoignages, même s'il y a pas mal de choses qui se font, et l'essentiel au niveau économique. Alors, ma dernière question à tous, et on répondez brièvement s'il vous plaît, ma fameuse question de baguette magique. Donc François Chauvency, on recommence par toi. Si tu avais une baguette magique, comment tu t'en servirais? Pourquoi faire? Baguette magique, parmi tous ces scénarios, justement, si tu avais une baguette magique, vers lequel tu miserais, ça serait peut-être pour enlever quelle problématique, pour avancer plus rapidement. Si tu avais, tiens, voilà, je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu en fais? Très d'abord, comme je suis quelqu'un de pragmatique qui m'appuie sur les faits, c'est dur de faire référence à une baguette magique. Hein. Très honnêtement. C'est une réponse. On est dans l'utopie. On est dans l'utopie. Non, mais ce que je dis toujours, c'est un truc pour faire quelque chose de réaliste et réalisable. Pas un aujourd'hui, rêve. Réaliste et réalisable, il faudrait déjà que les Européens, et moi je le reconnais, je ne suis pas très européen dans mes approches, vu justement la faiblesse en permanence mise en avant et du manque de cohérence que nous avons les uns et les autres. Moi, ce que je constate surtout, on vient d'en parler des Franco-Allemands, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'intérêts nationaux. Bon, ça ne me dérange pas avec ce que je viens de dire. Néanmoins, quand on veut trouver une solution, il faut au moins qu'on se mette d'accord. Or, manifestement, il y a des intérêts particuliers qui maintenant dominent la résolution de la guerre en Ukraine, ce qui veut dire que ça peut impacter quel que soit le scénario qu'on aura choisi. Donc à date d'aujourd'hui, moi ce que j'ai proposé comme scénario, ce ne sont pas des scénarios à long terme pour l'instant, c'est trouver une sortie de guerre ou aller vers la paix. Et aujourd'hui, à part cela, je suis un petit peu inquiet quand même sur la suite. Et ce qu'a dit Madame d'ailleurs Pouzirev tout à l'heure, me semble-t-il, et moi j'étais le titre de l'une de mes revues que j'ai publiées, c'est le grand bouleversement mondial. Nous avons un changement complet des relations internationales, complet, dans les rapports de force et autres. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à appréhender aujourd'hui. On ne sait pas en quelle direction on ira. Donc la question, elle est là. La baguette magique, peut-être que le bouleversement trouve une solution, mais une solution effectivement réalisable et raisonnée. C'est uni dans la diversité, mais au moins pour aller dans un but. Alain, peut-être, parce que pour te libérer... Oui, écoute, moi c'est simple. Hein. Moi, je souhaite le plus vite possible un cessez-le-feu. Je dis bien un cessez-le-feu sur la ligne de front,
hein, et qu'ensuite on puisse entamer des négociations sérieuses, mais qu'on fasse un cessez-le-feu le plus vite possible, parce que tous les jours, il y a des gens qui meurent bêtement, puisque la guerre va s'arrêter, et c'est toujours horrible de penser qu'il y a des gens qui vont laisser leur vie dans les semaines qui viennent, alors que ça ne servira à rien. Et c'est pour ça il faut penser à ça. C'est peut-être mon souhait de Noël, en définitive, et de bonne fête. Ouais. Faisons un cessez-le-feu, puisqu'on sait que c'est fini, et négocions. Alors, dans cette négociation, on sait que les Américains vont négocier avec les Russes, on sait tout le monde va essayer de faire pression autour. Espérons que l'Europe pourra tirer une petite épingle du jeu. Je le souhaite, et je l'espère, mais je suis assez pessimiste sur l'Europe parce que quand on regarde les différences entre les uns et les autres et nos faibles moyens, on est mal parti. François, merci. Alain, François Hercom. Oui, bien un peu en ligne avec ce que viennent de dire mes deux prédécesseurs. La première chose que je pourrais souhaiter, mais c'est effectivement d'une baguette magique qu'il faudrait pouvoir disposer pour que ça se réalise vite, c'est que les Européens arrêtent de penser en bisounours, comme m'avait dit quelqu'un en France. Je me demande si c'était pas Hubert Védrine, parce que ça nous fait énormément de tort. Et ça nous fait manquer de lucidité et ça nous fait manquer de cohésion dans ce que nous devrions pouvoir faire ensemble. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, et je risque de ne pas être suivi dans cette aspiration, mais je souhaiterais avec une baguette magique pouvoir retirer aux Russes et singulièrement à Poutine cette perpétuelle paranoïa qu'ils ont et qui aggrave terriblement nos relations avec les Russes. Tout ce qu'ils racontent, il y a peut-être eu effectivement ici et là des erreurs faites par l'Occident et par l'OTAN au moment de l'implosion de l'Union soviétique, mais dans une grande partie, il y a le fait que les Russes passent leur temps à se croire persécutés et assiégés. Et ce n'est pas toujours vrai, certainement pas du côté de l'Occident. Ben, c'est comme dans le lien franco-allemand, hein, on en parlait avec Iris 2, les satellites, les durs aussi. Bah, oui, peut-être que les Français se sont mal comportés, et puis voilà, on imagine François toujours que l'autre va nous faire. Oui, j'allais vous donner la parole. Oui. Va nous faire une prise de judo, mais alors, nos politiques. Oui, alors écoutez, alors très brièvement, désolée, j'ai été obligée de couper pour pouvoir entendre correctement. J'ai un petit problème Ah, là. pardon. Donc voilà, mais je vous ai suivi, je vous vois et c'est très bien. Moi, une baguette magique, ben, je ferais renaître Jean Monnet, Robert Schuman. Voilà, avec des gens qui sont en capacité d'avoir une vision de long terme pour instaurer la paix sur le continent et pas simplement la paix, la prospérité, parce que l'un va avec l'autre ou l'autre va avec l'un. Voilà, donc voilà ce que ma baguette magique ferait. Merci Bonne Hélène. soirée. Natalia, Merci, bonne soirée. bientôt. Merci beaucoup. Natalia, vous êtes là encore? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, mon premier vœu rejoindrait celui d'Hélène, hein. C'est que les Européens s'alignent et fassent preuve de volonté pour prendre leur destin en main. Et je crois que ça reste encore possible, mais c'est vrai que c'est la situation qui nous y poussera peut-être, hein. C'est toujours dans les crises que l'Europe avance. Et puis le deuxième vœu, ça pourrait être un changement de régime en Russie. Ça, c'est vraiment la baguette magique, hein, parce que on ne voit pas à court terme comment cela serait possible. Mais moi, je ne désespère pas que la Russie, les Russes, puissent à un moment donné espérer avoir un régime plus démocratique dans leur pays, enfin plus démocratique pour une première fois, parce que ça n'a jamais véritablement été le cas. Donc c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et Vladimir Poutine est revenu avec la religion, etc. Et c'est vrai que je vais rebondir sur mon vœu à moi, que j'avais commencé l'introduction en disant, comme le disait Vladimir Poutine, la négociation ou l'amour, ça se fait à deux. Alors c'est essayer, si on n'arrive pas par la force, essayer enfin de faire en sorte que M. Poutine aussi se mette à discuter plutôt que de nous envoyer un missile à chaque fois qu'on essaie de l'appeler au téléphone ou faire une autre action de conciliation. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier, tous les intervenants, les participants aussi qui sont restés jusqu'à cette heure-ci.
Et puis un autre vœu de baguette magique, bah, c'est de continuer à nous retrouver aussi, soit en visu dans tous nos événements. On va relancer les grandes conférences aussi, d'ailleurs notamment au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais aussi très certainement au Parlement européen. Voilà, on va faire plein d'autres choses et puis des visios de toute façon aussi pour que tout le monde puisse participer d'une certaine façon. En tout cas, merci pour ces échanges très riches et qui vont nous permettre d'avancer pour, on l'espère, une année 2025 souriante. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci, bonne fête.